Salut les petits potes, c'est Delcor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie 5 d'une série de vidéos que vous connaissez maintenant j'espère. Si c'est pas le cas, c'est bien dommage pour vous, ça veut dire que vous n'avez pas vu les parties 1, 2, 3 et 4. Et ça c'est dommage pour vous, mais bon, ne vous inquiétez pas, vous pouvez vous rattraper. Avant de commencer, je te ferai un bref récap, mais forcément, tu louperas des petits détails. C'est dommage. Pour voir cette partie, il est vrai que connaître les autres parties, c'est mieux. Alors je t'invite à aller voir la partie 1 et 2 qui sont dans cette vidéo, et la partie 3 et 4 qui sont dans cette vidéo. Je te mets les liens dans la description. Avant de commencer cette histoire, j'aimerais vous remercier car en ce moment sur les vidéos, avant de commencer les vidéos, je vous pose des petites questions. Voilà. Et vous êtes assez nombreux et nombreuses à répondre et ça me fait très plaisir. Ça permet de communiquer, vous et moi, un petit peu via les commentaires et ça fait plaisir. Ça fait qu'on se connaît un petit peu mieux, vous et moi, et ça soutient et c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Et justement, la question d'aujourd'hui va être quelle est votre couleur préférée? Je sais, ça paraît anecdotique, mais franchement, si tu offres par exemple un cadeau à quelqu'un et que c'est sa couleur mais qu'elle déteste le plus, bon, c'est pas ouf, tu vois. Donc une couleur dans la vie, ça peut aider beaucoup, non, c'est vrai. Et du coup, moi je réponds aussi, ma couleur préférée, ce serait sûrement le bleu, je dirais, oui. Sachant que ça a changé. Quand j'étais petit, c'était énormément le rouge. Ouais, voilà, tu vois, ça a changé. Étant donné, quand j'étais genre avant les 13 ans, je dirais que c'était rouge. Et après, je sais pas, je suis parti sur bleu et je me suis dit ouais, c'est mieux le bleu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre couleur préférée. Voilà, c'est stylé. Et si jamais, comme moi, vous avez changé. On sait jamais. Avant de commencer aussi, tu connais petit pouce bleu et abonnement. Allez, prends ton meilleur chocolat chaud et installe-toi confortablement. Alors pour ce qui est du récap, on suit un homme qui a trouvé un nouveau job. Ce job, il est assez bizarre. En gros, dans ce job, il doit surveiller une femme qui est dans une pièce. Il la surveille via 2 ordinateurs, surtout l'ordinateur de gauche, le moniteur de gauche. Et au bout d'un moment, cette femme, elle fait des peintures. Et dans ces peintures, il y a des messages qu'il faut trouver. Par exemple, elle lui dit « Sauve-moi Thomas ». Et bizarrement, le mec s'appelle Thomas. Donc il commence à se poser des questions, il se dit mais attends, est-ce qu'elle est là contre son gré ou quoi? Et du coup, il commence à psychoter parce que dans cet endroit, il y a quand même des règles à respecter et tout. Et à un moment, il rentre chez lui. Mais en rentrant chez lui, il peut entendre derrière lui une voix. Et cette voix, c'est celle de Rachel. Enfin du moins c'est lui qui l'appelle Rachel étant donné qu'il connaît pas son vrai prénom, qui est elle lui dit qu'elle s'appelle Mélanie et qu'en fait c'est une actrice. Voilà, il lui dit que ce serait bien d'abandonner tout ça parce que ça se fait pas. Voilà, clairement il lui dit que ça se fait pas. Et dans la partie 3, il se dit vas-y c'est bon, j'en ai marre de tout ça. Il commence à filmer tout son environnement pour essayer de prévenir les autorités compétentes. Chose que normalement il n'a pas le droit de faire. Il va se faire gauler. Il va se faire gauler par Monsieur Salomon, celui qui a un petit peu chapeauté tout ça. Et dans la partie 4, justement, il va lui apprendre beaucoup de choses. Cette partie 4, c'est beaucoup de Monsieur Salomon qui parle et qui va faire des révélations. Il lui explique notamment que cette fille, s'appelait effectivement Rachel. Il lui dit que cette fille avait également des capacités. Elle pouvait dessiner des choses que normalement elle ne devrait pas connaître. Ils lui ont implanté quelque chose et il pensait que ça avait tout déréglé. Mais en fait, non. Rachel voyait encore plus loin que ça. Elle voyait carrément au-delà du temps. Sauf que son état de santé s'est dégradé. Et à un moment, Monsieur Salomon a conduit notre cher Thomas dans une certaine pièce. Et dans cette pièce, il y avait le corps de Rachel qui était incubé dans une bassine d'eau si on peut dire. Sauf que là où Thomas s'est arrêté à regarder le flux vidéo, il y a encore des éléments à découvrir. Et c'est ce que Monsieur Salomon lui a dit. Malheureusement, tu dois continuer de regarder tout ça pour découvrir d'autres choses. Et c'est là où on va arriver, cette partie 5. Alors comme je le dis, c'est mieux d'aller voir les 2 autres parties quand même, je vais pas te mentir. Voilà, allez, je te laisse maintenant avec la bonne partie 5 qui fait très plaisir. J'ai passé les 5 jours suivants à regarder Rachel mourir. De l'extérieur, rien qu'en regardant le moniteur, cela ne semblait pas si différent de ce que j'avais regardé ces 3 dernières années. Rachel dormait, regardait la télévision, lisait et elle peignait. Mais il y avait des signes si vous les recherchiez. Elle semblait fatiguée et tendue. Et elle avait commencé à dormir davantage. Et de temps en temps, elle jetait un coup d'œil vers la caméra, vers moi. C'est à ce moment-là que j'ai pu voir la peur et la tristesse dans ses yeux. À l'intérieur, j'avais l'impression d'être une maison incendiée s'effondrant sur elle-même. Au début, j'ai refusé de regarder, de faire tout ce qu'il voulait que je fasse. Salomon ne s'est pas fâché contre moi, mais il a simplement haussé les épaules. Il a dit que même si la coopération était préférable et pouvait grandement contribuer à rendre mon séjour avec eux plus confortable, elle n'était pas obligatoire. Selon Salomon, s'il avait raison, les choses se dérouleraient comme elles étaient censées se dérouler. Peu importe ce que je voulais ou pensais avoir choisi. Il s'est alors tourné vers moi et m'a regardé pour rajouter. Quoi qu'il en soit, la vidéo est sur le point de reprendre et ne s'arrêtera pas avant 5 jours. Et que je veuille passer ce temps à la revoir dépendait entièrement de moi. J'ai essayé de ne pas regarder.
mais une partie de moi savait dès le début que j'allais le faire. Peut-être que je trouverais un indice démontrant qu'il mentait sur sa mort, ou Rachel pourrait me donner des conseils ou un avertissement sur ce que je devais faire ensuite. Ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas manquer l'occasion de la revoir. Et même si je savais dans mon cœur qu'elle était morte et que tout ce qui se passait dans la vidéo s'était passé il y a longtemps, je sentais toujours qu'en la regardant, j'étais d'une manière ou d'une autre avec elle. Elle avait été privée de tout ce qu'elle savait alors qu'elle était à peine adulte, piégée pendant des années, juste parce qu'elle était spéciale, expérimentale. Elle a été traitée comme une propriété, empêchée d'avoir des amis, de la famille ou une vie. Et pourtant, malgré tout cela, elle était toujours aussi belle. Pas seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. J'avais passé des années à l'observer, à la connaître de mille et une façons, alors que si peu de gens se connaissent vraiment. J'avais vu sa gentillesse et sa grâce dans ses actions, même lorsqu'elle se battait contre les personnes qui la retenaient. J'avais observé sa force lorsqu'elle se réveillait jour après jour dans sa prison, et je n'avais jamais abandonné. Et j'ai vu la beauté de son âme dans ses peintures, pleines de couleurs tourbillonnantes, et quel était le mot? Oui, c'était merveilleux. Elle était capable de peindre ces choses qu'elle voyait avec tant de soin et d'amour, même si elle vivait dans un monde qui l'avait si complètement abandonnée. Eh bien moi, je ne l'abandonnerai pas. Je regarderai chaque instant de cette vidéo. J'essaierai de graver dans ma mémoire chaque image d'elle que j'ai vue. Pas pour eux et leurs stupides projets, mais pour moi. Et pour elle, il ne me reste peut-être plus grand chose à faire dans ma vie avant qu'il m'enferme quelque part ou me tue. Mais je pouvais faire cette dernière chose. Rachel ne mourrait pas seule. J'ai regardé presque tout cela, m'arrêtant seulement pour manger rapidement et aller aux toilettes jusqu'aux 2 derniers jours. Je demandais au garde de le mettre en pause, mais il se contentait de secouer la tête et de dire que Salomon avait dit qu'il devait jouer normalement jusqu'à ce qu'il soit terminé. Le 4e jour, j'étais dans la stupeur. J'avais déjà un peu somnolé les 3 premiers jours, mais quand je me suis réveillé le 4e jour, je pouvais dire que quelques heures s'étaient écoulées. Il y avait 2 plateaux de nourriture sur le lit, un petit déjeuner et un autre déjeuner. J'ai regardé l'écran avec panique, craignant d'avoir raté quelque chose. Mais Rachel semblait aussi se réveiller. Je l'ai remarqué mettre sa main sur son ventre alors qu'elle sortait du lit, et j'ai senti mon propre ventre se tordre. Elle souffrait déjà. Rachel jeta un coup d'œil à la caméra et essaya de sourire avant de se déplacer pour installer une nouvelle toile à peindre. C'était le 2e des 3 tableaux qu'elle réalisait ces derniers jours. Le premier avait été l'intérieur d'une salle de cinéma à l'ancienne, du point de vue d'une personne assise au dernier rang. Sur l'écran de cinéma, il n'y avait que l'image d'un marteau appuyé contre un mur de briques. Je n'ai pas compris ce que cela signifiait, et je me suis retrouvé à parcourir l'image à la recherche d'un message ou d'un autre indice. Finalement, j'ai trouvé ce qui pourrait en être un, même si je ne l'ai pas compris non plus. Rachel a dû comprendre qu'il savait ce qu'elle faisait avec les tableaux et qu'il ne voulait pas l'arrêter, car ces 3 derniers, elle les a placés beaucoup plus près de la caméra. J'étais encore en train de plisser les yeux et d'étudier le tableau de près lorsque j'ai réalisé que les sièges rabattables de la rangée suivante avaient des plaques d'immatriculation. Ils étaient en laiton et ils étaient le long du bord avant des sièges. Même s'ils étaient à l'envers du point de vue du tableau, l'angle était suffisamment bon pour qu'une fois que je les ai remarqués, j'ai pu les lire. 2, 43, 26, 89. Je n'ai rien compris, mais j'ai tout mémorisé, concentrant toute mon attention sur le tableau jusqu'à ce qu'elle l'emporte finalement. Même au début, je pouvais dire que la peinture lui enlevait beaucoup maintenant. Et comme je l'avais fait depuis si longtemps, je me suis retrouvé à lui parler, lui disant d'aller se reposer avant de me souvenir de son corps dans la pièce voisine. J'ai alors failli m'arrêter. Mais non, peut-être qu'elle ne pouvait pas voir que je lui parlais, ou peut-être qu'elle le pouvait. Quoi qu'il en soit, lui parler ne pouvait pas faire de mal, et cela me faisait sentir un peu moins seul et triste en la regardant. Le 2e tableau, celui qu'elle a commencé après mon réveil après quelques heures de sommeil, était plus étrange que les autres. Je l'ai étudié pendant longtemps, repensant à ça encore et encore dans mon esprit après qu'elle l'ait emporté, et je n'arrivais pas à comprendre. Malheureusement, je n'étais pas assez intelligent, et je lui faisais défaut. Rachel a dormi longtemps après ce tableau. Puis elle s'est levée le 5e jour, son dernier jour, et elle a immédiatement recommencé à travailler. Cette fois, elle peignait plus vite, et même si je la voyais grimacer de temps en temps, elle n'a jamais perdu son air déterminé, alors qu'elle traçait des lignes et des couleurs sur la toile. Quand elle eut fini, Rachel ramassa le tableau et le tourna vers la caméra, me faisant un petit sourire fatigué alors qu'elle était cachée. Il regardait depuis la porche d'une maison quelque part. C'était à la campagne, et la vue matinale de la cour et du terrain au-delà était magnifique. Mais de plus près, le tableau représentait 2 mains, se tenant fermement l'une et l'autre. Leurs doigts entrelacés semblaient briller de rouge et d'orange à la lumière du soleil levant. Je me suis retrouvé à pleurer en regardant ce tableau. Cela était en partie dû au fait que je ne savais pas ce que cela signifiait.
et que je ressentais un sentiment de désespoir grandissant à l'idée que les dernières œuvres de Rachel pourraient être gaspillées pour moi. En partie parce que je savais que cela faisait 5 jours et je sentais que j'étais proche de la fin. Mais il y avait aussi quelque chose de plus que tout cela. Le dernier tableau, même avec tout le reste dans ma tête et mon cœur qui me tirait vers le bas, m'a donné de l'espoir. Un espoir de quoi? Je ne savais pas. Mais j'ai commencé à penser que peut-être le seul message que Rachel avait pour moi dans ce dernier tableau était que d'une manière ou d'une autre, quelque part, tout irait bien. En dehors du bord du tableau, je pouvais voir du mouvement dans la pièce. Les gens arrivaient précipitamment avec du matériel médical. Et puis le moniteur est devenu noir. Tu as bien fait, Thomas. Tu as très bien fait. Au cours des 5 derniers jours de vidéo, nous avons repéré 1047 micro-variations dans le comportement de Rachel qui, selon nous, pourraient correspondre à votre comportement, vos réactions et vos états émotionnels en regardant la vidéo. Comme avant, vous êtes restés synchronisés comme si vous étiez dans la même pièce. C'était vraiment remarquable. Moi, j'étais là et je restais assis à regarder Monsieur Salomon. J'ai écouté ce qu'il a dit, mais je m'en fichais. Je voulais juste en finir. Il s'éclaircit la gorge et continua. C'est pourquoi nous avons décidé de déplacer l'implant du corps de Rachel vers le vôtre. C'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles nous l'avons préservé ainsi. Pendant tout ce temps, l'implant montrait encore des signes de vie, mais à peine, et nous avions peur de tenter de l'enlever. Nous espérons que, compte tenu de votre lien avec Rachel, l'implant vous acceptera. Peut-être que cet implant s'épanouira encore plus en vous qu'il n'a l'a fait en elle. Je me suis levé soudainement, et la seule raison qui m'a empêché d'attaquer Monsieur Salomon, c'est le fait qu'il ait levé son arme. Ne parle pas d'elle comme ça, y a personne ici qui en a quelque chose à foutre d'elle. Et je te jure qu'un jour, Monsieur Salomon, je vais te buter. Le visage de Salomon s'assombrit légèrement tandis que ses lèvres se pincèrent. Non, tu ne le feras pas. Mais si de vaines menaces vous font vous sentir mieux, allez-y. Cela ne fera que rendre les choses plus difficiles. Pas plus facile. Ressentant une peur panique, je me suis rassis et je lui ai demandé « C'est quoi cette chose que vous allez me mettre ?» Monsieur Salomon m'a regardé pendant plusieurs secondes avant de me répondre. « Ah, je suis tenté de ne pas vous le dire après ton intervention ridicule et franchement blessante. Mais bon, je suis un adulte responsable, moi. » Les gardes de Monsieur Salomon se sont approchés de moi et j'ai essayé de les combattre. Mais ça n'avait pas d'importance, ils étaient bien trop forts. Je me suis réveillé quelques temps plus tard avec une douleur sourde dans la poitrine et une petite cicatrice déjà en train de guérir sur le haut de mon ventre. Je ne ressentais pas vraiment de différence à part un peu de douleur, mais je savais que cela changerait avec le temps. Peut-être que j'avais plus de temps que Rachel, ou peut-être que j'en avais moins. Cela n'avait pas d'importance, je viens de... Attends, qu'est-ce que c'était? Il y avait une sorte de voix douce, mais venant d'où? Ce n'était pas dans la pièce, c'était dans ma tête. J'ai ressenti un frisson d'excitation. C'était peut-être la voix de Rachel. Elle était restée dans cet implant qu'ils avaient mis en moi. Mais non, je n'avais jamais entendu la voix de Rachel. Mais je sentais que ce n'était pas ça. Cette voix était trop délicate pour être vraiment entendue ou comprise. Et elle me rappelait une musique venant d'une pièce lointaine que l'on ressentait au fond de son esprit, sans s'en rendre compte. C'était une mélodie, une sorte de chanson. Mais ce n'était pas la chanson de Rachel. J'ai réalisé avec un frisson que c'était le chant de la chose en moi. Au début, j'avais peur, mais cela n'a pas duré longtemps. Ce n'était pas là pour me faire du mal. Lui aussi était piégé, tout comme moi. Mais il s'est mis à chanter. Il était temps pour nous d'être libres. Je me suis levé et je me suis dirigé vers la porte. Et ce faisant, les lumières se sont éteintes. Je suis arrivé devant la porte et lorsque j'ai tendu la main et tourné la poignée dans le noir, elle s'est ouverte facilement. Comment est-ce que cela était possible? Je pouvais déjà entendre des bottes au coin du couloir, tandis que la lueur des lampes de poche commençait à éclairer l'extrémité du couloir. C'est sûr, il me ramènerait là-dedans. Si je devais un jour m'en sortir, il fallait que ça soit maintenant. La voix chantait à nouveau, me poussant à aller plus loin dans le noir, à courir jusqu'à ce que nous soyons en sécurité. Alors oui, j'ai écouté et j'ai couru. Chaque porte s'ouvrait pour moi. Chaque tournant me tenait à peine hors de vue. Les gens qui me recherchaient aboyaient des ordres à la radio, demandant à quelqu'un ce qui bloquait le démarrage du générateur. Quelle que soit la réponse, les couloirs restaient sombres, alors que je dérivais à travers eux, aveugle mais sans tomber, perdu mais introuvable. Quand j'ai atteint la dernière porte, je l'ai ouverte dans un après-midi lumineux. Mes poumons me brûlaient un peu au premier air frais et non recyclé que j'avais respiré depuis une semaine. Clignant des yeux, j'attendais que la voix me dise où aller. Mais elle s'est tue. J'ai fermé la porte alors que la panique commençait à monter dans ma poitrine. Tout ça pour ça, et si je me faisais prendre parce que je ne savais pas où aller? J'étais devant un simple bâtiment marron, au milieu de nulle part. Il y avait une route qui partait à droite et à gauche il y avait
la forêt de Rachel de son premier tableau. J'ai immédiatement su que c'était la même forêt, et pas seulement parce qu'elle correspondait autant au tableau. J'avais une sensation étrange qui ressemblait à une sorte de magnétisme, ou à la façon dont les oiseaux savent dans quelle direction voler. En regardant autour de moi une seconde, j'avais l'impression d'être attiré quand je regardais à nouveau ces bois. C'était vrai, d'une manière ou d'une autre, je savais que c'était la voie que je devais suivre. Alors j'y suis allé. J'étais arrivé à la lisière de la forêt lorsque j'ai entendu le bruit d'hommes sortant du bâtiment. J'ai pensé à me cacher, mais je savais que c'était une mauvaise idée. Ils m'attraperaient tout simplement et je ressentais le besoin de m'enfoncer plus profondément dans les bois. J'ai plongé en avant, courant à une vitesse presque imprudente, mais sans jamais trébucher en chemin. J'entendais parfois un bruit derrière moi, alors qu'ils se déplaçaient pour chercher. Mais les sons s'affaiblissaient à mesure que je courais. Je pensais presque les avoir semés pour de bon lorsque j'entendis une courte toux qui fut rapidement étouffée à ma gauche. Quelqu'un s'était approché sans que je le sache. Paniqué, j'ai cherché des endroits où je pourrais me cacher. Il n'y avait que des buissons et des arbres. Et là-bas, un puits. Pas seulement un puits, mais celui de Rachel, avec les mêmes murs de pierre grise usés surmontés d'un couvercle en bois patiné. J'ai ressenti un moment de reconnaissance heureuse, mais il s'est estompé. Comment cela pourrait-il m'aider? C'est sûr qu'ils allaient vérifier le puits. Et en fait, je n'avais aucun moyen d'y descendre sans me blesser ou me coincer. Puis une idée m'a traversé l'esprit. Accroupi et restant près des broussailles, je me suis dirigé vers le puits et j'ai poussé délicatement le couvercle. Au début, il a résisté, mais lorsque j'ai poussé un peu plus fort, le cercle en bois a suffisamment glissé pour que l'on puisse clairement voir que quelqu'un le bougeait. En jetant un coup d'œil autour de moi, je suis retourné dans les buissons alors que j'entendais de légers pas s'approcher. C'est là que j'ai pu entendre des voix dire « Hé, on doit vérifier ça. Vous pensez qu'il est descendu dans le puits? Non, vaut mieux pas espérer, sinon il s'est probablement cassé le cou s'il l'avait fait. Et puis bon, on s'en fout, c'est pas nos affaires. » Je pouvais voir les deux hommes s'approcher. Tous deux portaient des gilets pare-balles sombres et des fusils d'assaut. Le plus âgé des deux haussa les épaules. Ouais, vaut mieux qu'ils se cachent là-dedans et qu'on n'ait pas à vérifier. L'air irrité, le jeune homme hocha la tête et dit « Je vais regarder ». Il se dirigea vers le puits et poussa le couvercle en bois, le faisant tomber au sol avec un bruit sourd. En appuyant sur un bouton de son fusil, une lampe de poche s'est allumée sur le canon. Il commença à la projeter dans le puits tandis que l'autre continuait à regarder dans toutes les directions. J'avais peur qu'il me voie si je bougeais, mais je ne pouvais pas attendre. Je devais juste rester calme, penser lentement et avancer vite. Je m'attendais toujours à les entendre crier, ou à sentir quelque chose ou quelqu'un me frappait dans le dos. Mais rien n'est venu. Alors que la lumière de l'après-midi commençait à faiblir, j'ai vu les arbres s'éclaircir devant moi. J'approchais d'une route. Cela ressemblait également à une voie publique normale, avec plusieurs voitures passant dans un sens ou dans l'autre, alors que je sortais de la forêt et gravissais la colline jusqu'à l'asphalte. L'idée de faire du stop, surtout si près de l'endroit où il me retenait, était effrayante, mais je ne voyais pas d'autre choix. Je portais un pantalon de survêtement et un t-shirt qu'il m'avait donné, ainsi que mes propres chaussures. Mais je n'avais ni argent, ni pièce d'identité, ni téléphone. Ma seule chance était de m'éloigner suffisamment pour pouvoir essayer d'obtenir de l'aide. J'ai légèrement sursauté au sifflement des freins hydrauliques alors qu'un gros semi-remorque s'arrêtait à côté de moi. La vitre passager s'est baissée et un homme plus âgé aux cheveux blancs et à la moustache grisonnante s'est penché et m'a regardé. « T'as l'air perdu mon fils, t'as besoin d'un tour ?» J'ai regardé la porte du camion et il y avait un logo qui disait « Martinez & Son Construction ». En dessous, il y avait un homme de dessin animé frappant un mur avec un marteau. J'ai alors levé mes yeux et je lui ai souri. « Ouais monsieur, je veux bien monter avec vous. » Je me suis réveillé 5 heures plus tard alors que nous nous arrêtions dans un relais routier quelque part dans le Nevada. J'avais prévu de rester éveillé pendant tout le voyage, mais cela n'avait duré que quelques minutes avant que l'épuisement ne me rattrape. J'ai jeté un coup d'œil à Oliver Martinez et il m'a fait un grand sourire. « Je suis fatigué mais t'étais complètement épuisé. Je dois faire le plein, me doucher et manger. Après ça, je pars en Californie. Si tu veux aller plus loin, reviens ici dans 1 heure. Ok, ça te va ?» Et j'ai hoché la tête et je l'ai encore remercié pour le trajet en sortant. Je me sentais groggy après avoir dormi. Mais sinon, ça allait. J'avais juste besoin de décider si c'était un bon endroit pour demander de l'aide ou si je devais continuer avec Martinez. Il avait l'air d'être un gars très sympa. Il essayerait probablement de m'aider si je le pouvais. Mais je voulais éviter de mettre davantage de personnes en danger si je pouvais l'aider. En regardant autour de moi, j'ai vu que nous étions dans une petite ville assez sympa. Je me suis retrouvé dans le théâtre que Rachel avait peint. C'était incroyable. Mais que voulait-elle que je fasse ici? Après un moment, j'ai regardé tout autour de moi pour voir ce qu'il y avait à voir. Puis justement, j'ai vu une voiture avec des chiffres sur la plaque d'immatriculation. 2, 43, 26, 89. Et cela ne pouvait tout simplement pas être le hasard. Je me suis lentement approché de la voiture et il y avait une personne à l'intérieur. Quand j'ai vu qui il y avait à l'intérieur, j'ai failli mourir sur place.
Dedans, il y avait Rachel qui m'attendait au volant. Mais avant que je décide de bouger car j'étais figé sur place en plein milieu de la route, elle a tourné la tête et elle m'a souri et elle m'a fait un petit coucou. Je me suis frotté les yeux et j'y croyais pas. Je me suis même demandé si ce n'était pas un rêve et que j'étais encore dans le camion du monsieur de tout à l'heure. Mais non, elle était là, devant moi. Elle a commencé à descendre de sa voiture et moi je me suis rapproché sans m'en rendre compte. Je tends ma main et elle me sourit toujours. Il n'y a aucun mot qui arrive à exprimer ma joie, mais je ressens aussi un mélange de perplexité. Et si tout cela était encore un coup de l'organisation? Elle semblait lire dans mes pensées et elle m'a dit ces premiers mots. « Je te vois enfin. Je ne savais pas comment tu étais. Tu dois te demander si je suis la vraie Rachel en ce moment. Je vais te donner une information que toi seul connaissais. Au fond de toi, il y a une petite chanson qui résonne à cause de l'implant qu'ils t'ont mis. » Puis elle commença à fredonner la même chanson. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps et je me suis rué sur elle pour la prendre dans mes bras. Et je l'ai serrée si fort pour ne pas qu'elle s'enfuie. Et au bout d'un moment, je l'ai laissée. Et elle m'a proposé quelque chose. « Si tu veux, je peux te sortir de là, mais il va falloir enlever ton implant, car il ne te reste plus beaucoup de temps à vivre avec celui-ci dans ton corps. Deuxième chose, je t'expliquerai tout une fois que tu auras retiré l'implant. » En entendant ça, j'ai directement accepté. De toute façon, je n'avais nulle part où aller et j'étais content. J'étais vraiment content que Rachel soit là. Elle me demande de lui faire confiance et d'un coup je ressens une piqûre dans le cou et je m'écroule. Quand je me suis réveillé, je me trouvais dans un lit. J'ai clignoté des yeux et j'avais mal au ventre. Puis je me souviens de Rachel. J'essaye de la chercher, mais personne n'en vue. Et j'ai du mal à marcher. Tout autour de moi, tout semble vieux. Comment j'ai réussi à arriver jusque-là? Je me dis que c'est sûrement Rachel qui m'y a emmené. J'essaye d'avancer, mais c'est compliqué. Je prends sur moi et je sors de la maison pour voir où je suis. Et là, je peux voir que c'était dans la dernière peinture, où deux mains se tenaient. Il y avait une petite maison à l'intérieur. Je retenais mes larmes. Mais malheureusement, il y a une chose qui me chagrine. Je ne vois toujours pas Rachel. Je décide d'aller dans la chambre et de me reposer. Quelques heures plus tard, je suis toujours seul dans cette maison. Je décide d'aller dans le salon et de fouiller un peu. Mais rien. Jusqu'à ce que je trouve une petite lettre poussiéreuse, comme le reste de la maison. « Cher Thomas, si tu lis ce que je t'écris et que tu ne m'as pas rencontré avant, c'est que malheureusement, je suis morte. » Bon, un bon point, c'est que je l'ai déjà rencontré, pas vrai? Après m'être fait cette réflexion, j'ai repris la lecture de la lettre. J'aurais aimé te rencontrer pour de vrai, pour te dire à quel point je suis désolé de t'avoir mis dans cette situation. Il faut que tu saches une chose à notre sujet. Je suis une descendante d'une lignée qui peut parler à des choses que beaucoup de personnes ne voient pas. L'organisation l'a remarqué et a décidé de faire des expériences de plus en plus terrifiantes sur moi. Plus je voyais des choses effrayantes, plus je pouvais voir l'avenir. Je voulais faire quelque chose de bien. Puis c'est comme ça que je t'ai rencontré. Ton visage était toujours flou. Je ne savais pas vraiment à qui je parlais, sauf à un certain Thomas. Alors j'ai décidé de peindre ces tableaux pour t'aider. Toi par contre, je sais que tu pouvais parler à ces choses, sans un plan. Il faut juste que tu ouvres ton esprit. Certaines choses sont effrayantes, mais certaines choses sont aussi là pour te protéger. Je suis désolé de ne pas pouvoir t'en dire plus. C'est mon dernier jour de survie. Je dois bientôt partir de cette prison. Quelqu'un va essayer de m'aider. Je croise les doigts pour ne pas qu'elle arrive trop tard. Autrement, je lui demanderai de t'aider toi, puisque je sais qu'ils vont mettre la main sur toi. J'espère que tu t'en sortiras mieux que moi. Signé Rachel Donovan. La lettre était imbibée de sang. Je me suis posé sur le canapé et plein de poussière en est sortie. Je ne savais pas quoi faire de ces informations. Est-ce que Rachel allait revenir? Je suis donc resté là, à l'attendre. Mais rien, il n'y avait personne qui revenait. J'ai découvert qu'il y avait de l'argent, un bon paquet pour vivre tranquille sans travailler d'ailleurs. Mais comment? Tellement de questions sans réponse. Puis au bout d'une semaine, j'ai compris que Rachel n'allait pas revenir. Est-ce que au moins elle était en vie la première fois que je l'ai vue? Cette réflexion m'a fait réfléchir. Dans cette lettre, elle me disait que j'étais descendant de voyants ou un truc comme ça. Est-ce que je l'aurais vu? Plus le temps passe et plus je me renseigne comment ouvrir mes chakras, comme ils disent dans les livres. Enfin, environ 5 mois après mon évasion, je me suis levé un matin très tôt. Le soleil n'était pas encore levé. Je suis allé dans mon jardin pour admirer le lever du soleil. Juste en face de chez moi, il y avait une forêt. Je me suis avancé un petit peu pour mieux regarder le soleil. Puis j'ai senti un choc électrique vers ma main droite. Par réflexe, j'ai un peu reculé et j'ai regardé. Rachel se tenait là, translucide, et elle me regardait. Je n'arrivais pas à y croire. Je pouvais la voir, mais elle semblait ne pas être de ce monde. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps en comprenant ce que cela voulait dire. Puis elle m'a dit ceci: « J'ai toujours été à tes côtés. Tu ne me voyais tout simplement pas. D'ailleurs, je serai toujours à tes côtés. Quoi qu'il arrive, je te protégerai. » Puis enfin, elle m'a souri. Elle était si belle. Il n'y avait pas de tristesse dans ce qu'elle dégageait. Il n'y avait que de la bienveillance. Puis petit à petit,
elle a commencé à disparaître. J'ai alors crié « Non, reviens, j'ai tellement de questions à te poser !» Elle m'a souri et elle a répété « Je serai là, tout près de toi, juste ouvre-toi un petit peu plus au monde du surnaturel. » Puis enfin, elle s'effaça. Et dans un dernier souffle, j'ai pu entendre mon frère. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette série de threads d'horreur. Oui, je sais, ça fait mal. Ça fait mal, on s'était habitué à ce qu'il y ait des vidéos comme ça, c'est trop bien. Mais malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette série de threads d'horreur, mais moi j'ai kiffé. J'ai envie de taper là, mais ça va s'entendre et tout, donc sur ma chaise. Donc voilà, non, moi j'ai kiffé, petite série, 5 épisodes, vraiment très très cool. J'ai dû t'en raconter 2 à la fois parce que bah je pouvais pas, sinon ça faisait un truc de 13 minutes. En plus ça te laissait sur une sorte de cliffhanger, donc c'est mort, suspense en gros, au cas où. Je connais pas le terme. C'est chaud, c'est chaud. Et c'est pas le film, le cliffhanger. Bref, ouais, tu sens que là, ça y est, cette partie a été longue et que je commence à raconter une conclusion un peu pas ouf. Donc, je te le rappelle, si tu veux soutenir cette grosse série, n'hésite pas. Petit pouce bleu, abonnement, ça fait très plaisir, ça aide énormément la chaîne. Sachant qu'en ce moment, les abonnements, il y en a très peu, on va pas se mentir. Moi, je vous parle franco, hein, vous savez, Delcor, il parle franco, il dit les termes sur YouTube. Il n'y en a pas énormément, donc voilà, si t'as kiffé, n'hésite pas à t'abonner, ça soutient énormément. Le pouce bleu, c'est pareil, ça aide énormément. Et si tu es chaud et que tu veux vraiment soutenir, eh bien, commentaire, ça aide énormément aussi. Comme je te l'ai posé, la question au début de vidéo, c'est la couleur. Voilà, n'hésite pas. Allez, si tu veux plus de threads d'horreur, je t'invite à aller voir une de ces 2 vidéos-là. C'était Delcor, en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, tous les petits potes.